Cette vidéo fait un bref survol de la première étape de la démarche d'aide à la décision Vivre avec les risques. La démarche d'aide à la décision Vivre avec les risques fut développée afin d'élargir notre approche à l'évaluation et la gestion des risques et de pouvoir soutenir les personnes aînées qui vivent avec les risques. La démarche d'aide à la décision Vivre avec les risques est une approche à 4 étapes qui permet une revue holistique, structurée et systématique de la situation de risque chez les personnes aînées. Cette vidéo de formation fait un bref survol de la première étape de la démarche. Quelles sont les situations à risque pour la personne aînée et qui est préoccupée? Tel qu'indiqué dans la vidéo de l'introduction au risque, les cliniciens définissent le risque différemment. Donc, c'est important de décortiquer les composantes du risque pour encourager une communication plus claire entre les cliniciens et entre les personnes aînées, leurs proches et les cliniciens. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que la personne est à risque? Le point de départ de cette approche de l'évaluation du risque met l'accent sur les préoccupations. Ensuite, on veut comprendre le contexte qui entoure les préoccupations et les causes potentielles de ces préoccupations. Étudions chaque composante plus en détail. La première étape est d'identifier clairement les préoccupations de la personne aînée, des proches et de soi-même en tant que clinicien. C'est important de déterminer le moment d'apparition et l'évolution de la situation à risque. Si la situation n'est pas nouvelle, est-ce qu'elle a déjà fait l'objet d'une intervention? Sinon, est-ce que cette situation reflète un choix que la personne aînée fait? Si c'est le cas, est-ce qu'il y a des nouveaux facteurs à considérer? Nous voulons aussi comprendre les contextes dans lesquels les préoccupations surviennent. Est-ce qu'elles se présentent dans certains environnements ou lors de certaines activités ou à un moment particulier de la journée? Ensuite, on veut déterminer les causes probables des préoccupations. Est-ce que les préoccupations sont liées à un changement au niveau des incapacités, des conditions de la santé, de l'environnement social ou physique, ou reliées aux valeurs et croyances de la personne? Les causes sont-elles traitables? Ou est-ce que les environnements peuvent être adaptés ou mieux soutenus? Enfin, on veut comprendre les conséquences des préoccupations. Quelles sont les conséquences négatives et positives reliées à la santé et à la qualité de vie de la personne? Je vous présente Sam. Sam est un célibataire de 85 ans qui fut référé par son frère qui habite en dehors de la province pour une évaluation de la cognition, de l'humeur, d'un déclin fonctionnel et des inquiétudes au niveau de la sécurité. Sam habite avec sa sœur depuis l'âge de 65 ans, mais elle est décédée quelques semaines avant l'évaluation. Lors de l'évaluation, Sam est mal rasé et porte des vêtements tachés. Il a la larme à l'œil et admet avoir des idées suicidaires. Il a très peu d'appétit et son frère rapporte que Sam a perdu du poids. Vous remarquez qu'il y a très peu de nourriture dans le frigo. Vous voyez que la maison est sale et délabrée. Son frère a trouvé plusieurs factures non payées. Sam ne trouve pas le testament et est incapable de gérer la succession. Sam a coté 15 sur 30 au MOCA. À quoi ressemble la situation de risque de Sam lorsqu'on la décortique? Il est à risque de quoi? Une de nos inquiétudes pour Sam est la possibilité de dénutrition, dans le contexte où il n'a plus le soutien de sa sœur. On se demande si la cause de la dénutrition serait la perte du soutien de sa sœur parce qu'elle préparait les repas et ou à cause d'un déclin cognitif noté qui peut être causé ou aggravé par le deuil. Sans intervention ou recommandation, cette situation peut mener à des problèmes de santé. Le dernier facteur de la première étape est d'identifier qui est et qui n'est pas préoccupé, parce que ceci nous aide à déterminer qui pourrait bénéficier des recommandations et des interventions. Ce n'est pas surprenant d'apprendre que puisqu'on perçoit le risque de façon différente, ceci a un impact au niveau de l'identification et de la résolution de problèmes, ainsi que sur la communication. Comme nous l'avons mentionné dans la vidéo de l'introduction au risque, nous percevons tous le risque différemment. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas? Comme le dit l'auteur Anaïs Nin, nous ne voyons pas les choses comme elles le sont. Nous les voyons de notre
perspective. On perçoit le risque différemment parce que notre perception globale et notre tolérance au risque est bâtie à partir de notre contexte personnel et est un processus qui évolue en fonction de notre histoire de vie, ce qui inclut nos occupations antérieures et des processus psychologiques. Notre perception est aussi façonnée par nos expériences et situations et les émotions que nous rattachons à ces expériences. C'est possible que tout le monde perçoive la situation de risque différemment. Alors, c'est utile de reconnaître et de comprendre les divergences d'opinion au sujet des différentes façons de gérer les situations de risque. Examinons en plus de détails la façon dont on perçoit les risques différemment. Les personnes aînées peuvent rarement identifier les risques puisque c'est souvent lié aux valeurs et activités qui sont importantes pour elles et à leur identité personnelle. Les personnes aînées sont davantage préoccupées à maintenir leur indépendance et ont moins tendance à mettre l'accent sur le risque. Lorsqu'elles sont capables d'identifier un risque, celui-ci est lié à la perte d'autonomie ou à des facteurs externes, comme habiter dans un quartier peu sécuritaire. Lorsqu'on questionne les personnes aînées au sujet de la prise de risque, elles le perçoivent de différentes façons. Soit prendre un risque peut être la décision de quand prendre un risque et quand abandonner et limiter ses activités. Ça peut être perçu comme essayer quelque chose de risqué avant qu'il ne soit trop tard. D'autres disent que c'est quelque chose sur laquelle il faut constamment se concentrer et pour laquelle il faut contrôler ses actions afin de ne pas se retrouver dans une situation indésirable. Certaines personnes prennent des risques pour être reconnus par les autres comme étant quelqu'un d'autonome, de compétent et d'indépendant. Ou c'est une façon de se conformer aux normes sociales et d'éviter la stigmatisation. Les proches mettent l'accent sur la situation actuelle et comment celle-ci a un impact sur les relations interpersonnelles du client et du proche. La littérature démontre des opinions variables du niveau des risques. Certains proches peuvent avoir une plus grande aversion au risque que les cliniciens et d'autres études démontrent que certains cliniciens ont une plus grande aversion au risque que les proches. Les proches évaluent le continuum du risque selon ce qu'ils considèrent comme étant un risque et le point de bascule varie entre les proches et les cliniciens. Le point de bascule pour les proches est souvent lié aux décisions au sujet de la qualité de vie et du bien-être psychosocial relié à la perte d'indépendance, l'estime de soi réduite et l'institutionnalisation, tandis que le point de bascule pour les cliniciens est souvent lié à la menace d'action judiciaire, le devoir de protéger contre les préjudices et leurs propres valeurs personnelles. Une approche d'aversion au risque est soutenue par une peur de litige, tandis qu'une approche tolérante au risque est fondée sur des idéologies de droits humains et centrée sur la personne. On justifie prendre des risques lorsqu'on retire des bienfaits personnels. Comme les proches ont souvent une connaissance plus fine, plus détaillée de la personne, ils seront en mesure d'avoir une plus grande tolérance au risque, car même si une activité ou un comportement peut être perçu comme à risque, ils vont le considérer comme étant normal pour la personne. Tel qu'indiqué dans la vidéo d'introduction au risque, les cliniciens ont généralement tendance à mettre l'accent sur les conséquences physiques négatives. Ils se concentrent sur les impacts pour le futur, ils ont tendance à surestimer le risque et à se concentrer sur les préjudices graves, ainsi qu'avoir une attitude paternaliste et une aversion au risque. Le processus de l'évaluation du risque est contextualisé pour les cliniciens. Est-ce que nos ressources sont limitées? Est-ce qu'on a des pressions pour ne pas admettre les patients? Est-ce que l'information que nous avons est limitée? Si quelque chose se produit, est-ce qu'on se sent que notre organisme nous soutiendrait? Est-ce qu'on ressent une obligation morale professionnelle de réduire les préjudices, mais aussi de les prévenir? De plus, il y a plusieurs autres processus et facteurs contextuels qui peuvent soit aider ou entraver l'élargissement de l'approche au risque. Premièrement, nous travaillons dans une société qui a une tolérance moindre au risque. On est moins à l'aise avec l'incertitude grâce à la technologie. Avant la technologie, on devait attendre plusieurs semaines pour avoir une réponse à nos questions. Maintenant, on obtient nos réponses en quelques minutes.
La vitesse avec laquelle on a accès à l'information nous a rendu moins tolérants face à l'incertitude, et ceci fait partie de l'essence même du risque. Ensuite, il y a l'emplacement de notre pratique. Dans un milieu hospitalier, chaque clinicien travaille sur différents aspects de la santé du patient, se présente aux discussions d'équipe avec différentes priorités et en mettant l'accent sur différents risques. Également, lors d'une admission, on évalue le patient qui est malade dans un environnement inconnu, avec une trajectoire de récupération inconnue ou incertaine, devoir prédire ce qui pourrait ou ne pourrait pas fonctionner, et en plus, on y rajoute les délais de service dans la communauté. Aussi, il faut préciser que la boucle de rétroaction est toujours négative. Par exemple, vous ne voyez pas toutes les personnes qui vivent un succès avec leur retour à domicile. Vous voyez seulement les gens qui reviennent à l'hôpital, et ceci renforce la notion que les choses ne vont pas bien à la maison. En plus, l'environnement hospitalier ne favorise généralement pas la tolérance au risque, car on y priorise souvent la sécurité du patient. Les cliniciens qui travaillent dans la communauté sont souvent mieux placés pour comprendre comment les choses se déroulent dans l'environnement de la personne aînée. Les programmes qui font un suivi dans le temps peuvent soutenir de plus hauts risques simplement parce qu'ils sont en mesure de surveiller et faire un suivi avec la personne aînée. Ensuite, il y a les facteurs reliés à la relation avec le patient. Souvent, l'évaluation de la gestion du risque se déroule dans un moment de crise à cause des changements au niveau de leur santé ou de leur statut fonctionnel, le retrait de service ou l'accumulation de facteurs de risque additionnels. Alors, on a besoin de plus de temps afin d'analyser et d'intégrer la nouvelle information et s'adapter aux changements. Mais souvent, le temps nécessaire n'est pas alloué. Les troubles cognitifs peuvent compliquer l'évaluation du risque. Toutefois, si la personne n'est pas d'accord avec nos recommandations, ça ne veut pas dire qu'ils sont inaptes. Enfin, lequel des schèmes mentaux est-ce qu'on adopte? Est-ce qu'il facilite ou entrave l'élargissement de l'approche de l'évaluation du risque? Est-ce que notre tolérance professionnelle ou personnelle au risque affecte ce qu'on perçoit, ce qu'on dit ou ce qu'on fait? Quelles sont nos croyances au sujet de la prise de décision partagée, surtout avec les personnes âgées ayant un trouble cognitif? Est-ce qu'on voit qu'il y a seulement deux choix, sécuritaire ou non sécuritaire, ou bien sécuritaire ou autonome? Ou encore qu'on se trouve le long d'un continuum allant de sécuritaire à non sécuritaire? Lors de nos efforts à réduire l'incertitude, on doit se demander, est-ce qu'on pousse trop loin pour réduire le risque? Est-ce qu'on démontre une pensée biaisée? Est-ce que l'information qu'on recueille cherche à soutenir nos hypothèses ou décisions? Est-ce que vous embarquez dans le processus de prise de décision avec une idée prédéterminée du résultat que vous croyez qui devrait se produire et alors vous voyez seulement les réponses que vous voulez? Une approche élargie à l'évaluation du risque demande une ouverture d'esprit tout en évitant une pensée dichotomique ou binaire afin de laisser la place pour la créativité lors de la résolution de problèmes.